Bonjour et bienvenue à cet entretien exclusif chez France 24. Aujourd'hui, notre invité est le président du Kenya, Uhuru Kenyatta. Monsieur le Président, merci d'être avec nous. Je suis heureux d'être ici. Monsieur le Président, vous êtes à Paris, alors que la France et l'Europe commémorent le 100e anniversaire de la fin de la Première Guerre mondiale, dans le cadre du Forum mondial pour la paix. Au Kenya, vous êtes également confronté à des menaces contre la paix et la sécurité, notamment au terrorisme. Oui. Il y a 20 ans, vous avez connu l'attentat contre l'ambassade américaine à Nairobi. Il y a 5 ans, contre le centre commercial Westgate. Il y a 3 ans, l'université de Garissa. Pensez-vous que le Kenya est à l'abri de ce type d'attentat majeur? Aucun pays n'est à l'abri de ce genre d'attentats. Et d'ailleurs, les attentats à Paris l'ont bien montré. C'est pour cela que je suis convaincu qu'il s'agit d'une guerre. Le même genre de guerre que nous avons eu il y a un siècle lorsque le monde s'est solidarisé pour célébrer la victoire contre l'oppression. De nombreux pays se sont réunis et 100 ans plus tard, nous affrontons, encore une fois, une menace qu'aucun pays ne peut combattre à lui-même. Nous devons donc mobiliser nos ressources et nos efforts pour combattre ce djihadisme mondial qui est désormais un danger pour de nombreuses sociétés à travers le monde. Récemment, nous n'avons pas vu ce type d'attentat à grande ampleur. Nous avons plutôt vu des attaques transfrontalières d'Al-Shabaab venant de Somalie. Pensez-vous que maintenant vous avez fait des progrès pour mieux comprendre d'où vient la menace? Oui, je crois. Je crois que cela tient aussi à nos efforts associés. Par exemple, le combat contre l'ennemi en Somalie même, et puis aussi sous la houlette de l'AMISOM, qui réunit les forces africaines de différents pays, y compris le Kenya, et puis aussi les ressources et le soutien que nous avons obtenus de l'Union européenne. Ce qui est encore plus important, c'est que nous partageons de plus en plus les renseignements, ce qui nous permet de détourner de nombreuses attentats. Attaques à grande échelle. Nous ne sommes pas encore sortis de l'auberge, nous n'avons pas éliminé ce danger, mais je suis convaincu que nous sommes plus en mesure de détecter et de prévenir des attentats. Au bout du compte, et nous le savons tous, on peut prévenir des milliers d'attentats, mais l'ennemi n'a besoin que d'un seul attentat réussi. Donc, nous devons toujours être sur nos gardes et continuer cette coopération solide que nous avons avec de nombreux pays, dont la France, dans cet effort pour éradiquer cette menace et ce fléau. Vous avez évoqué la présence militaire du Kenya en Somalie, depuis 2011. Je ne dirais pas qu'il s'agit d'une présence militaire du Kenya, c'est la présence militaire de l'AMISOM. D'accord. Et le Kenya y participe. Très bien. Mais l'idée serait que les forces somaliennes reprennent le flambeau en 2021. Et récemment, vous avez dit cependant que l'armée kenyane restera sur place autant que nécessaire. Donc elle pourrait rester sur place après 2021 si vous estimez que c'est nécessaire. Si l'on considère que notre présence est requise et sera toujours requise, nous sommes prêts à continuer à participer avec les autres pays africains, sous la houlette de l'AMISOM et le soutien de la communauté internationale, pour s'assurer que l'on vainque l'ennemi. Nous espérons tous que nous pourrons soutenir ce gouvernement somalien légitimement élu pour mettre en place sa propre capacité et sa propre armée, de manière à traiter ce problème à l'intérieur des frontières somaliennes. C'est ça l'objectif final de tous les pays qui participent à cet effort. Permettez-moi de poser la question différemment. Pensez-vous que l'échéance de 2021 est réaliste? D'après ce que vous dites, j'ai l'impression que vous pensez que ce sera trop tôt. Je dirais ceci.
Nous avons sûrement constaté beaucoup d'améliorations, en particulier le gouvernement somalien, avec le temps, a réussi à tenir des élections, effectuer des transitions très coolées, très efficaces. Et puis, avec encore une fois le soutien de la communauté internationale, progressivement, on a vu se mettre en place des capacités internes. Mais je ne suis pas en mesure de vous dire de manière certaine qu'en 2021, ils auront mis au point leur propre capacité interne pour traiter ce danger. Maintenant, je voudrais parler de questions plus nationales. Vous avez présenté ce que vous appelez le programme Big Four, sur 4 piliers, donc la production, l'accès universel aux soins de santé, le logement peu coûteux, la sûreté alimentaire. Et on pourrait d'ailleurs ajouter un 5e pilier, l'appeler le Big Five, la lutte contre la corruption. Il suffit de lire la presse au Kenya pour voir qu'il y a des scandales constamment. Par exemple, l'équipe olympique kenyane à Rio, ou encore des entreprises de pipeline kenyanes, le Service national pour la jeunesse. On dirait qu'il y a une forme d'épidémie au Kenya. Pensez-vous véritablement pouvoir éradiquer la corruption? Et je suis très confiant quand je vois la manière dont nous travaillons au Kenya même. On a fait beaucoup d'efforts, encore une fois avec le soutien de beaucoup de pays amis, pour renforcer les capacités de nos enquêteurs, de nos procureurs. Il y a un grand nombre d'affaires. Pas beaucoup de condamnations. Chacune de ces affaires donne lieu à des enquêtes, à des poursuites, et actuellement, nous espérons que le processus judiciaire, c'est là qu'on en est, que le processus judiciaire assumera et jouera son rôle. Est-ce trop lent? Il y a ce sentiment. C'est quelque chose qui nous préoccupe tous. Nous considérons que notre pouvoir judiciaire est indépendant et capable, et beaucoup de Kenyans ont confiance. Ils pensent que ce pouvoir judiciaire assumera, fera ce qui est nécessaire et transformera ces poursuites en condamnations et en peines effectives. Parce qu'au bout du compte, la réussite n'est pas seulement mesurée du point de vue des poursuites et des enquêtes, mais la réussite, en fait, c'est le nombre d'affaires qu'on peut mener à des condamnations et des peines effectives et rendre aux Kenyans les biens qui leur ont été volés. C'est là qu'on en est, dans un certain nombre d'affaires, et en particulier pour une affaire qui est devant les tribunaux, celle du Service national pour la jeunesse. C'est la deuxième affaire. C'est la première affaire qui est jugée sous ce niveau dispositif. Elle sera plus concluante? Nous avons beaucoup d'espoir. Nous avons une affaire qui est bien montée. On a fait toutes les enquêtes nécessaires. Ce n'est pas seulement vous ou moi, c'est l'ensemble de la population kenyane et mondiale qui regarde maintenant le comportement de notre pouvoir judiciaire pour voir ce qu'ils vont faire. Je ne peux pas prévoir ce qu'ils vont faire. Mais vous êtes confiant. Mais j'ai confiance qu'ils vont assumer au nom des Kenyans. Rapidement, la Chine. La Chine est une question importante. Il y a eu des préoccupations sur le fait que vous surempruntez de la part de la Chine. Vous y êtes allé et vous avez demandé à la Chine d'ouvrir leur marché aux produits africains et surtout aux produits kenyans. Donc un rééquilibrage. C'est ça que vous voulez de la part de la Chine? Dire nous empruntons de l'argent, nous ne voulons pas être trop dépendants. Faites quelque chose, s'il vous plaît. Nous empruntons auprès de tous nos amis à travers le monde pour répondre à nos besoins socio-économiques. Nous avons un énorme déficit d'équipement au Kenya. Et puis, nous nous rendons compte que si on ne se débarrasse pas de ce déficit, ça sera difficile d'élargir notre PIB, de fournir des biens et des services. On a besoin d'électricité, on a de routes, d'eau, de toutes ces infrastructures fondamentales pour que l'économie prospère et pour répondre aux besoins sociaux des Kenyans. La Chine, comme la France et beaucoup d'autres pays, ont assumé.
ils sont aussi intéressés. Ils veulent voir si on va pouvoir élargir ce potentiel, si on va pouvoir exporter ce qu'on produit. Et je crois que ça aboutira à des échanges plus équitables. Tout le monde considère que ça peut être du gagnant-gagnant pour tout le monde. Jusqu'à présent, le Kenya se contentait d'importer des biens et des services chinois, mais nous pouvons aussi exporter des biens et des services kenyans sur ce marché chinois qui n'arrête pas d'augmenter. Dernière question, dernier sujet que je voudrais traiter, la question du mandat présidentiel. C'est un problème pas seulement au Kenya, et d'ailleurs pas tant que ça au Kenya, plutôt dans d'autres pays africains où il y a des présidents qui veulent modifier la Constitution pour avoir un troisième ou un quatrième mandat. Vous avez déclaré que quoi qu'il advienne, vous ne vous présenterez pas pour un troisième mandat. Je ne vais pas me présenter pour un troisième mandat. Et la Constitution est claire là-dessus. Et pour finir, évidemment, la dernière élection a été controversée, parfois violente. Pensez-vous que ce sera crucial pour votre succession qu'en 2022, des élections soient pacifiques? Oui, tout à fait. Et je me réjouis de voir comment nous nous solidarisons, tant les dirigeants que la nation, sur cette question. Je suis sûr qu'en 2022, nous parviendrons, avec tous les efforts que nous déployons, nous pourrons initier un cycle électoral sans violence. Président Uhuru Kenyatta, merci beaucoup d'être venu chez France 24. Merci à vous d'avoir regardé cet entretien exclusif. Restez sur France 24 pour plus d'infos.